Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Franck Delétraz, secrétaire départemental du SEUSA et de l'UC Éducation Pays-du-Rhône, et je suis co-organisateur avec Willy Charles Doguetz de cette journée. Avant de vous faire l'introduction, je vais juste redonner le cas, et là je ne m'adresse pas au premier rang, les invités ou intervenants, aux collègues qui sont juste après, qui sont là dans le cadre d'un stage syndical. Et qu'en fin de journée, je vous donnerai une attestation de non-attestation de présence et qu'une feuille d'émargement va circuler que vous devez absolument signer. Autre petite considération, on ne peut pas prendre le café, manger, boire pendant aussi. Donc, on y a une pause ce matin, vous avez les programmes, vous pouvez ressortir. Et puis aussi, il y a une captation, il y a un live qui est fait en direct, alors pas de vous, mais de ce qui se passe en tribune. Tout ce que je vous demanderais, c'est d'essayer de faire, pas faire trop cuit pour que la qualité du son soit la meilleure possible. Donc, bonjour à tous, en tout cas, je suis très heureux d'ouvrir cette journée avec Willy. Voilà, on a organisé cette journée, on est ravis du succès, il y a encore de personnes qui sont présentes. Je vais commencer par un remerciement tout de suite à l'université qui les accueille et qui lui donne des conditions de travail plutôt favorables. Et un grand merci à toi, Zéro, pour nous avoir aidés. Je vais essayer de te lever ça. SNPT-ES, l'UNSA, pardon, donc un syndicat pour l'enseignement supérieur de l'UNSA qui nous a aidés, qui a fait le lien avec l'AMU. Merci à toi, Zéro. Donc cette journée est co-organisée entre le SEUSA des Bouches-du-Rhône et l'UNSA Éducation des Bouches-du-Rhône. Et si c'est important de le rappeler, c'est parce que cela dit quelque chose d'essentiel de notre organisation. L'apport de l'UNSA Éducation, c'est la diversité de ses métiers. À travers nos syndicats, et notamment les 23 organisations professionnelles que fédère l'UNSA Éducation, nous représentons l'ensemble des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de jeunesse et sport. Et cela se voit aujourd'hui. Dans cette salle, vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas étiquetés. Alors, pour reconnaître ceux qui peuvent vous aider dans la journée, qui ont un petit badge de fêter les 120 ans de la laïcité. Mais dans la vente publique, il y a une diversité de personnes, une grande variété de métiers qui est représentée. Et c'est précisément cette pluralité qui nourrit nos réflexions et notre action syndicale. Nous avons aussi la chance d'accueillir plusieurs associations engagées autour des valeurs républicaines et du principe de la laïcité. Donc la Vigie de la laïcité, l'Union départementale des DDEL, la Fédération de parents d'élèves, la FCPE, la Ligue de l'enseignement, qui constitue déjà à elle seule, avec le SEUSA et l'UNSA Éducation, le CNAL, le Comité national d'action laïque. Mais d'autres associations sont aussi présentes, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, SOS Méditerranée, ainsi que monsieur le directeur du mémorial du Camp des Liles. Merci à vous pour votre présence et votre participation. Je salue également les représentants d'Aix-Marseille Université, de ceux de la mairie d'Aville de Marseille, ainsi que monsieur le conseiller technique pour les établissements et la scolaire lectorat. Il nous faut un honneur à être parmi nous. Merci à vous. Dans vos pochettes, nous pourrez le programme de la journée. Un dépliant de l'UNSA Éducation présentant l'ensemble des métiers, les syndicats de la fédération, ainsi que l'ADR, ce qui fait le SEUSA. J'y trouverai également des payeurs des SOS Méditerranée, des DDEL, et si vous souhaitez, vous pouvez les rencontrer sur les moments de pause. Ils sont en bas à gauche. Ils ont aussi à disposition, concernant les SOS Méditerranée, un guide pédagogique qui peut être utilisé dans le classe. Mais venons-en au cœur de cette rencontre. 1905-2025, 120 ans du mois de liberté, les libertés au pluriel. La loi de séparation des églises et de l'État est un fondement majeur de la laïcité française contemporaine. Une loi qui irriguait notre République, nos métiers, mais aussi nos pratiques professionnelles. Cet anniversaire, nous ne sommes pas les seuls à le célébrer. Au-delà de notre département, plusieurs actions similaires se déroulent dans l'ensemble de l'Académie, particulièrement dans le Bocuse. Et
partout en France, des journées de formation syndicale, des plantations d'arbres de la laïcité, des conférences et de nombreux événements ont été organisés sans en préparation. Cet élan national témoigne de l'importance de ce fort livre, d'échanger et de se réapproprier collectivement ce principe républicain. Il faut dire que le contexte aussi exige. Aujourd'hui, les associations vivant se revendiquant de la laïcité n'ont jamais été aussi nombreux, y compris certains dont les positions sont très proches de l'extrême droite. Notre société est traversée par des phénomènes de repli identitaire. La stigmatisation de nous progresse et la laïcité est trop souvent instrumentalisée par la scène politique ou médiatique. C'est précisément pour sortir de ces confusions, pour promettre du sens, de la nuance et de la connaissance que cette journée prend tout son sens. Au fil de cette rencontre, nous avons tenté de dresser, comme nous l'annoncions dans l'invitation, un état des lieux sans concession du principe de laïcité dans notre pays. Des problématiques et des questions telles que pourquoi ce mot suscite-t-il autant de polémiques? En quoi la laïcité demeure-t-elle un principe profondément émancipateur? Pourquoi est-elle parfois vécue comme un vecteur de discrimination? Quels défis reste-t-il à relever collectivement? Pour explorer ces questions, 3 tables rondes vous seront proposées. 2 ce matin, animées par Mohamed Atia, délégué national à la laïcité. Merci Mohamed d'avoir accepté d'être l'animateur de cette matinée. Et 1 cet après-midi, animée par Béatrice Parent, ici à toi Béatrice, secrétaire nationale de l'UNSA Éducation. Elles réuniront des personnalités politiques, des chercheurs, des responsables associatifs et des représentants syndicaux. Nicolas Cadel, Agathe Cagé, Vincent Dany, Jérôme Fournier, Dominique Socco, Najat Lombe-Cassel, Carole Zerdil et Mathilde Jubert. Je les remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et avant de terminer, je voulais aussi remercier Willy Charbonnier, sans qui cette journée n'aurait pas pu se faire. Un grand merci à toi. Et un grand merci aussi à toute l'équipe du SEUSA 13 qui nous a aidés, Willy et moi, à organiser cette journée. Merci à vous. Merci aussi au SEUSA Marseille qui a proposé, qui nous a aidés à organiser l'accueil hier soir de l'intervenant et les invités qui sont là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, de bons débats, de riches échanges autour de ce principe républicain qui nous unit tous et tous, la laïcité. Je vous remercie. Donc passons sans attendre à notre première table ronde. La loi de 1905, le principe de laïcité, sécularisme comparé. J'invite Mohamed Atia ainsi que Valentine Jubert et Nicolas Calette à venir s'installer au beau milieu de nos échanges. Chers collègues, chers amis, chers camarades, sur une forme consacrée, merci d'être venus nombreux. Je vais essayer de l'essentiel, je vais quelques mots très rapides, surtout pour les parole, les éditants invités et on puisse pouvoir lancer des échanges nourris, j'espère, avec la salle. Je suis ravi de pouvoir animer ces 2 points terminants d'événements, mais c'est totalement qui apporte surtout ce qui c'est quelques questions, quelques rappels qui nous semblent peut-être parfois aller de soi, qui nous semblent évidents, mais parfois très important de pouvoir faire certaines évidences, en particulier en conflit en tête de politique que vous connaissez. 120 ans de laïcité, Franck l'a dit, 120 ans de laïcité avec cette loi, certains chiffres de mort aussi comme la Fautel en 1905, qui est peut-être finalement plus que le début de quelque chose, l'aboutissement aussi d'un long processus, d'un long débat. Je pense qu'on verra ça avec nos invités, et c'est ce sur quoi j'aurais aimé les approches en tout, les interroger. Et peut-être faire également avec eux un comparaison, c'est clair, comparer, avoir voulu ces notions, les avoir inscrits dans un processus historique long, essayer de voir un petit peu ce qui peut se faire ailleurs, et puis apprendre avec d'autres pays qui nous sont proches. Que je ne présente plus
Je viens quand même, bien évidemment, juriste, rapporteur général de la laïcité de Christophe Denis Pater, on se souvient, qui auteur de nombreux ouvrages, qu'on utilise très souvent en filière avec les idées sur la laïcité, extrêmement important sur les sujets qui nous animent. Merci encore parce que d'être Valentine Zuber, historienne et actrice d'études à l'école pratique des études, spécialiste alors justement de la liberté religieuse, et c'est ce qui est intéressant aussi de remettre un petit peu en perspective, puisque Franck l'a dit, on parle d'une loi de liberté au pluriel. Alors, je vais tout de suite commencer, Valentine Zuber, par vous poser la première question. Est-ce que vous pourriez essayer de dater un petit peu et nous donner quelques éléments sur l'émergence d'une pensée Merci beaucoup. Vous m'entendez? Non. Non. Merci. Oui, ainsi, c'est un peu historienne que j'ai invité aujourd'hui, donc vous avez cette quantité d'histoire. La laïcité, évidemment, ça ne surgit pas de nulle part, et ça a surtout une fonction. Et cette fonction, elle est apparue dans des moments traumatiques. Et les moments traumatiques que la France a connus, l'Europe aussi d'ailleurs, enfin la France tout particulièrement parce qu'il y a eu une confrontation de cette idée entre une monarchie canonique et une minorité protestante assez déterminée, et donc ce qui a occasionné des dégâts de religion qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années, qui ont causé peut-être de nombreux morts, etc., et qui ont mis le pouvoir central, la monarchie, dans une position délicate, puisqu'elle était prise un peu en étau entre les protestants d'un côté et les vigueurs de l'Église, donc des catholiques assez radicaux de l'autre côté. Donc à partir de cette époque-là, et évidemment parallèlement et à l'aide du pouvoir monarchique, il y a des penseurs qui se sont interrogés sur les relations qui devraient être désormais établies entre l'État lui-même et les différentes religions, et en particulier lorsque celles-ci sont diverses et qu'il y a un certain nombre de sujets du roi qui ne partagent pas la religion du roi. Donc Gaius, on a appelé ces penseurs les politiques, le terme est noble, et puis cette réflexion, elle s'est continuée, alors je ne vais évidemment pas vous en faire tous les détails, mais elle s'est continuée à travers des réflexions, par exemple d'un Pierre Bayle, qui est un protestant dont le frère a été arrêté et est mort en prison lors de la révocation des Édits de Nantes, et qui va s'exiler et qui va essayer de penser la coexistence dans un pays où la règle, en fait, dans tous les pays à cette époque-là, c'est une foi, une loi, un roi, c'est-à-dire de l'unité à la fois politique et religieuse. Et puis il y a d'autres penseurs, vous connaissez évidemment Spinoza pour la Hollande, il y a un John Locke pour l'Angleterre, qui vont essayer de penser ce libéralisme, cette diversité religieuse. Donc, alors ça n'est pas encore la laïcité du tout, mais c'est quand même comprendre qu'on peut partager une foi, professer une croyance différente de celle du pouvoir politique sans être forcément atteint par la nation, voilà. Et donc avoir une certaine légitimité à une pluralité de convictions dans un espace donné. Cette pensée va aboutir évidemment à la pensée des Lumières, qui va beaucoup accentuer sur la tolérance nécessaire envers les malsentants de la foi, les hétérodoxes, voire les athées. Je rappelle l'épisode du Chevalier de la Barre, qui est extrêmement emblématique, puisque c'est un jeune homme libertin, comme il disait à l'époque, qui ne se salue pas lors d'une procession et qui va être abominablement torturé et brûlé en fin de parcours à la fin du XVIIIe siècle. Donc Voltaire, évidemment, va ériger un paradigme de la tolérance religieuse et du catholicisme. Donc, mais le premier seuil, si vous voulez, juridique, je pense que Nicolas ne me contredira pas, c'est... même si c'est de l'infra-juridique, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec l'article 10,
Nul ne peut être inquiété pour ces opinions même trompeuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Associé à l'article 11 sur la liberté d'expression, cet article met en place les deux grandes conditions de la laïcité, à savoir la liberté de conscience absolue, associée à la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté de manifester ses croyances religieuses dans l'espace public, et j'insiste beaucoup sur cette importance, parce que avant existaient des politiques de tolérance, et la tolérance, c'est pas la même chose. La tolérance, c'est tolérer ce qu'on ne peut pas empêcher, donc c'est légèrement négatif, et dans les politiques de tolérance, on acceptait la liberté de conscience des gens qui ne partageaient pas la même conviction que nous, mais de préférence dans des lieux fermés, des lieux privés, des lieux où on n'avait pas d'expression publique. Et s'il y a un problème actuellement dans notre société, c'est justement plutôt sur la possibilité, pas tellement sur la liberté de conscience, là, de toute façon c'est difficile de l'opprimer, mais c'est sur la liberté d'exprimer ses convictions dans l'espace partagé, dans l'espace public partagé. Donc ce texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut la rappeler parce que, en fait, c'est la matrice de l'article 1er de la loi de 1905 qui dit quasiment exactement la même chose, c'est-à-dire qui garantit, mais qui fait de l'État le responsable et le garant de la liberté de conscience et du libre exercice du culte dans l'espace public. Donc voilà, si vous voulez, comment ça s'est construit, la pensée laïque s'est pensée dans un monde qui se pluralisait. À la thèse, pour reprendre un terme catholique, de l'unité de foi et de l'unité politique, c'est peu à peu imposé la réalité, c'est-à-dire la persistance, la vie de minorités religieuses qui posait la question de la citoyenneté finalement, et la construction de la citoyenneté, elle va devenir le moment où, sous la Révolution française, on pourra être protestant, on pourra être juif, on pourra même peut-être croire en bien et être tout de même citoyen du pays et vivre à égalité avec les autres. Merci. Merci beaucoup. Alors, celui d'avoir déjà replacé dans un cadre plus large, c'était l'émergence de cette pensée laïque. Et justement, on arrive, vous en avez parlé, on est déjà de cette fameuse de 1905, je me tourne vers vous, Nicolas Cadel. On reviendra évidemment sur le processus aussi, sur ce moment en 1905, mais comment est-ce qu'on peut donner quelques éléments à Dominique Camara, le président dans la salle, sur ce qu'est la laïcité par la loi de 1905, avec ce paradoxe quand même absolu, d'une loi qui est célébrée comme le symbole de principe de laïcité et qui ne comporte pas le mot laïcité pour le coup. Donc, est-ce que vous pouvez vous en dire plus sur le cadre juridique de cette loi de 1905 et les principes fondamentaux du développement? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Oui, pour rebondir aussi sur, parce que ça suit ce qu'a dit Valentine, puisqu'effectivement le cadre juridique qui découle d'une histoire, il ne vient pas de nulle part, et donc on est tous à aboutir à la loi de décembre 1905 concernant la séparation des églises, c'est-à-dire et majuscule, église au pluriel au sens de toutes les organisations religieuses et de l'État. D'abord, effectivement, ça évite à bien dire après que la laïcité dépasse largement la tolérance. Mirabeau disait que la tolérance est le fait du prince, c'est-à-dire que quelque chose qu'on a aujourd'hui toléré, on peut demain ne plus le tolérer. Et Raoul Saint-Étienne, en effet, un des principaux acteurs, l'artisan rédacteur de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'évoquait Valentine, parlait d'un mot insultant, puis a dit évidemment de celles et ceux qui étaient nés dans un conditionnement familial et social, qui disaient qu'ils pensaient différemment d'une supposée majorité et qui du coup on voulait bien récupérer l'instant à eux-mêmes, pendant ils n'ont pas choisi son choix. Ils croyaient pas, ils devaient être traités de la même manière, avec la même garantie, de la même liberté. Et effectivement, la loi de décembre 1905 parachève finalement ce long processus avec un siècle où il y a quand même des allers-retours positifs et moins négatifs sur ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Il est condamné à partir du moment où les républicains sont revenus au pouvoir et train d'utiliser toute la laïcisation, notamment la laïcisation du peuple, qui est un moment absolument essentiel de la République.
Et puis donc, en 1905, après que le Concordel a été reconnu par un conseil diplomatique avec le Vatican en 1904, on aboutit enfin à la séparation effective entre l'État et toutes les religions. Donc, effectivement, d'abord, c'est cette séparation. C'est la séparation, et cette séparation, c'est donc le fait que le religieux ne cite pas le politique, et le politique n'a pas non plus à avoir autorité sur le religieux, donc chacun est indépendant dans son champ. Et de ce fait, vous avez un État qui garantit à toutes les religions leur liberté d'expression. Il faudra dès cette loi, toutes les religions sont concernées. Souvent, on entend dire que seuls l'Église catholique ou quelques cultes reconnus par le Concordel des articles organiques sont concernés, que du tout. Cette loi comme un principe qui est parfaitement adapté encore aujourd'hui, puisque justement c'est un principe qui se voulait parfaitement adapté à toute évolution du paysage sociologique et religieux français. Donc tous les cultes sont concernés, évidemment, y compris l'islam, qui était évidemment très peu présent dans l'Hexagone, mais il était très présent dans l'Empire colonial, et d'ailleurs cette loi qui était initialement prévue pour s'appliquer avec l'article 47, pour s'appliquer dans les colonies, et notamment le département algérien, finalement, l'État a dérogé à cela et a refusé l'application de la loi dans les dix départements, malgré d'ailleurs la demande de la population, des populations algériennes. Donc séparation qui permet donc à un État de tout à fait neutre, aconfessionnel, il y a aconfessionnel, il y a impartial vis-à-vis des doutes et tous, et ainsi peut nous garantir une égalité de traitement vis-à-vis des doutes, quelle que soit leur conviction ou leur croyance. Tout le monde devient, et quand tout le monde était, enfin nous sommes tous et tous égaux et égaux devant la loi commune, devant l'administration impartiale. Donc, en fait, si vous voulez, le principe de la laïcité, pour faire très simple, c'est un principe qui, vis-à-vis des convictions et des croyances, va permettre de rappeler des déclinaisons de la vie en public. Pour cela, d'assurer la liberté de sort et la liberté d'exprimer les convictions ou les croyances, pendant la vie, on peut tout autant vivre sa foi, promouvoir une croyance que la critiquer, que la moquer, tout ça devant se faire rester mutuel. Et puis c'est ce qui va donc aussi garantir l'égalité de tous les titres dans la loi, le service public, et c'est de la concourir à une infériorité, puisque ça a la base de la citoyenneté commune et le respect de l'autre dans son appartenance propre, dans ce très simple, ce qu'est une contestation à la française. Vous savez, il y a d'autres systèmes de laïcité dans le territoire et des laïcités non séparatistes. Merci. Merci beaucoup. Et la transition est toute faite, puisque j'avais dit à partir de l'ordre, on reviendrait sur le moment 1905, effectivement, et la période qui précède, vous en avez parlé, effectivement, avec une législation de l'école, finalement, qui a été un peu la matrice et qui a été un peu l'avant-garde de la législation au sens plus large. Moi, je venais à partir de 1905. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période très particulière, la fin du XIXe siècle et début de la Troisième République, qui donc démarre justement par cette législation progressive de l'école et qui en utilise cette zone. Oui, bien entendu. Alors, je dirais, j'étends, parce que ce n'est pas seulement la laïcisation d'école. On retient évidemment les étapes marquantes, mais c'est surtout ce moment laïque, qui est d'ailleurs un moment européen, qu'on retrouve à la même période en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Ce moment laïque où l'État-nation va affirmer sa souveraineté face aux différentes religions. Et comment il va le faire? L'exemple français est tout à fait parlant. Il va le faire en créant de nouvelles institutions laïques qui vont dédoubler finalement des institutions jusque-là gérées et dirigées par des clercs catholiques, et donc va créer toutes ces institutions régaliennes que sont l'éducation, la santé, les prisons, l'armée y compris. Enfin, donc on a toute une série de lois de laïcisation dans ces années 1880-90. Alors ces lois, ce sont des lois institutionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par ailleurs aussi
parce qu'on est vraiment dans une lutte idéologique entre une république qui tant elle veut s'affirmer et une église catholique qui a encore des prétentions politiques. Des évêques à la Chambre, voilà, donc on est là encore dans une église qui a le désir d'influer sur la politique de manière tout à fait importante, donc on est vraiment dans une lutte idéologique, et donc ça passe donc par cette laïcisation progressive, enfin assez rapide des institutions, et puis aussi des politiques plus anticléricales, voire anti-religieuses, avec l'expulsion des jésuites en 1880, par exemple, la congrégation des jésuites, ou bien les fameuses lois populistes, celle de 1901 qui exclut les congrégations et qui exclut les communautés religieuses de cette liberté d'association extrêmement libérale qui est l'UDEC de 1901, et puis la loi de 1904 qui va finalement permettre l'expulsion finalement de toutes les congrégations, qu'elles soient enseignantes ou de santé ou autres, et qui va aboutir à l'exil de très nombreux religieux. On a comparé, d'ailleurs certains historiens ont comparé le nombre de personnes exilées après cette loi de 1904 aux protestants qui s'étaient exilés après la répression des Byzantines. Donc une espèce de retour de l'histoire. Mais bon, donc il y a eu ces lois très anticléricales, et puis, aux divines surprises, 1 an de consultation, 1 an d'intense travail législatif, et cette loi qui essaye et qui arrive finalement à éviter tous les écueils. 2 écueils, faire des catholiques des victimes de la persécution étatique, ça c'est le premier écueil qu'il fallait éviter. 2e écueil, éviter aussi que le catholicisme ne suive pas les règles et que les républicains considèrent qu'on n'a pas été assez loin dans la laïcisation de l'État. Finalement, Aristide Briand, avec l'aide de Jean Jaurès, de Ferdinand Buisson, toutes sortes de personnalités, ont réussi à trouver une voie moyenne. Alors même si tous les cultes n'ont pas adhéré immédiatement à ce nouveau système de gestion du religieux dans l'espace public, malgré tout, c'est le système qui a perduré jusqu'à nous, et il est rare des lois qui aient subsisté aussi longtemps. 120 ans, c'est quand même un âge certain, et donc ça veut dire que c'est un système qui fonctionne. Merci beaucoup. Alors, justement, on a parlé, alors évidemment, ce n'est pas la seule dimension, vous me disiez, la laïcisation d'école. On est face à un public essentiellement d'éducation, est-ce qu'on peut faire un focus là-dessus? Est-ce que les collègues pouvaient revenir sur cette notion d'ailleurs qui est un petit peu disputée aujourd'hui, puisque en 1886, je pense à la loi Goblet, où on a une neutralisation des agents, pour le coup. Et effectivement, aujourd'hui, dans les médias quand je propose avec une forme de transpartie des usagers, elle est quand même pareil fort. Et c'est aussi ce qui peut faire parfois des mailles, parfois créer quelques interventions. Est-ce que vous voulez revenir sur cette notion de neutralité, notamment des agents, et expliquer en quoi on l'a souvent présenté, et vous l'avez redit à l'instant là, la nomination qui est présentée comme vraiment une loi de contrat? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, les agents, quels qu'ils soient, soit ceux de l'éducation nationale ou pas, à partir de 1905, se doivent d'être neutres. Alors, effectivement, avant la note de séparation, c'est pas encore le cas. Néanmoins, il y a le Goblet qui, effectivement, fait que tous ceux qui délivrent l'enseignement public ne peuvent pas être religieux. Donc, pour délivrer un enseignement parfaitement neutre et objectif, laïque. Et en 1905, il y a séparation. À partir du moment où il y a séparation des églises et de l'État, l'État donc devient inconfessionnel et donc ne doit pas marquer d'adhésion quelconque à quelconque culte. Et donc on va demander, c'est la jurisprudence qui va l'établir, on a écrit expressément dans la loi, c'est écrit dans la loi expressément depuis 2016, donc c'est assez récent. Mais de fait, la jurisprudence va établir la neutralité évidemment comportementale tous les agents publics, mais au-delà, la neutralité d'apparence. Et ça, c'est vrai que c'est une spécificité assez française. Pour retrouver des agents publics neutres dans d'autres pays, mais uniquement en général sous une fonction régalienne. C'est beaucoup plus limité, alors que nous, ça s'est étendu progressivement à de l'ensemble de ceux qui exercent le service public.
Bref. Et donc, effectivement, il est considéré par l'article 105 qu'il y a séparation. Donc, finalement, quand on représente l'administration publique, on n'est pas représentant de son individualité. Quand on exerce le service public, on ne représente pas son individualité, ben on représente beaucoup plus l'administration publique, neutre et impartiale. Et donc, comme tant vis-à-vis de ses collègues que vis-à-vis des usagers, on met un frein à ce principe de stricte neutralité. Donc, on ne peut porter, notamment, ce qui concerne l'apparence, puisqu'évidemment, le comportement, ça doit être peut-être parfaitement impartial, on ne doit porter aucun signe, mais qu'il soit discret ou ostensible, aucun signe, même discret. Alors, après, il y a la question des usagers. Les usagers qui ne sont évidemment pas soumis à cette neutralité, sinon ce serait une contradiction avec le principe de laïcité posé par la loi, qui donc justement assure la liberté pour les citoyens. Simplement, en effet, il y a une petite importante précision à faire pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics depuis la loi du 15 mars 2004. On n'impose pas de la neutralité aux élèves des écoles, collèges et lycées publics. On leur impose en fait un fort devoir de discrétion. C'est-à-dire, on leur dit, parce que le législateur a considéré que parce qu'ils sont dans une phase d'acquisition des bases du savoir, à un âge où ils sont mineurs, sauf exception, donc lorsqu'ils sont enfants et adolescents, eh bien, ils se doivent d'être discrets sur leur appartenance propre, donc on leur demande de ne pas manifester ostensiblement une appartenance religieuse pour le corps de signe ou de tenue, pour acquérir ces bases de savoir sans influence jugée qui pourrait être jugée excessive, pour ainsi développer librement leur esprit critique. Donc c'est une sorte de... Alors certains pourraient le voir, même si ça va beaucoup plus loin, comme une prolongation des circulaires Jean Zay, puisqu'en 1936 et 1937, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, dans une volonté de préserver cet espace d'éducation, et là c'était plutôt face à un camp justement très catholique conservateur, souhaitant un retour de l'ordre moral, eh bien, il avait préservé cet espace en interdisant toute propagande politique, donc c'était le fait surtout de l'Église catholique réactionnaire, et commerciale, on pourrait l'interroger d'ailleurs aujourd'hui, et religieux, donc en 36 et 37. Et effectivement, maintenant avec la loi 2004, on va au-delà, puisque là, vraiment, on demande aux élèves de carrément être discrets. Et donc, on n'a accepté que les signes tenus discrets. Et cette loi, il faut le bien dire, a, en revanche, du fait d'un débat assez médiocre, débat public assez médiocre, a conduit à des confusions. C'est-à-dire que, du coup, beaucoup ont pensé que l'ostensibilité ou la discrétion pouvait se retrouver ailleurs et qu'on pouvait imposer les discrétions ailleurs ou interdire l'ostensibilité ailleurs. Alors que juridiquement, non, la notion d'ostensibilité ne vaut que pour ces élèves des écoles, collèges et lycées publics du fait de cette seule phase d'apprentissage. Et sachant que cette loi ne s'applique pas dans le privé, là, dans le privé, chaque établissement est libre de son propre règlement intérieur. Voilà, je ne sais plus s'il y a d'autres. En fait, on a répondu à la co. Merci. Merci. Et d'ailleurs, avant d'arriver à la dernière seconde, c'est quand même un instant pour que la salle puisse s'exprimer. Vous l'avez élu répété à plusieurs reprises, laïcité à la française. Il y a quand même quelques mots dans un modèle un peu comparatif avec ce qui se passe ailleurs, parce qu'on dit souvent que c'est un modèle de laïcité à la française, très familier, mais aussi la française, toujours cette évolution jansseniste. Et donc voilà, est-ce qu'on peut dire quand même un mot de ce modèle en comparaison peut-être avec ce que Amina vous a dit? Oui, merci, c'est bien, effectivement, parce que moi j'ai tendance à parler des laïcités, pas que la laïcité, et je récuse absolument la laïcité de l'expression laïcité exception française. Ouais. Voilà. Même si le mot n'est pas utilisé comme tel, évidemment il y a des traductions, le principe de laïcité gouverne la plupart, presque tous, les États démocratiques qui respectent l'État de droit. C'est-à-dire que ce principe de laïcité, Nicolas en a donné une définition, moi je vous en donne une autre parce qu'on peut proposer, ça oblige, si vous voulez, à respecter la liberté de conscience des individus et la liberté d'expression du culte. Donc, tous les États qui reconnaissent cela sont les États qui respectent le principe de laïcité. Le deuxième critère, c'est que l'État soit autonome par rapport aux dogmes et aux
aux prescriptions religieuses, ça c'est extrêmement important, hein. C'est-à-dire ça permet, par exemple, l'État français de faire une loi sur la contraception en 1967, une loi sur l'avortement en 1975, une loi sur le mariage fictif sans le frère, etc. Donc ça veut dire que l'État, là, s'écarte, la morale publique s'écarte complètement de la morale religieuse, puisque ça a été à chaque fois extrêmement combattu par l'Église catholique. Donc l'État doit être autonome par rapport aux études religieuses. Et troisième critère, il ne doit pas y avoir une discrimination faite sur la base des croyances ou des convictions des citoyens par l'État. Donc ces trois critères, si vous voulez, vous pouvez les appliquer comme un masque sur tous les systèmes de relations Église-État qui existent dans les États démocratiques. Encore une fois, il n'y a pas de laïcité dans les États autoritaires. Et s'il y a une question sur la Turquie, vous pouvez passer. Voilà, un point de laïcité, mais il faut la chercher. Et donc, si vous voulez, les critères sont de telle manière. En revanche, les différents pays, en raison de leur tradition historique propre, de l'histoire, eh bien, ils vont choisir un modèle de régulation juridique qui peut être très différent. Alors, il y a le modèle séparatiste, effectivement, à la française, mais qui a été inauguré par d'autres pays avant la France, et d'ailleurs, la France s'en est inspirée, donc c'est pas la France qui a inventé et les autres qui ont suivi, c'est plutôt le contraire. Par exemple, le modèle séparatiste américain, qui date de la fin du XVIIIe siècle, ou le modèle mexicain du milieu du XIXe siècle. Et puis, il y a des modèles juridiques qui sont plutôt sur forme de reconnaissance, c'est-à-dire que l'État va reconnaître le pluralisme de la société en passant des conventions avec différents cultes et au fur et à mesure du temps, de plus en plus de cultes pour assurer cette reconnaissance du pluralisme, ce que j'appelle donc la laïcité de reconnaissance. Et l'exemple le plus simple à côté de chez nous, c'est la Belgique, qui est un État neutre depuis 1830, c'est pas, voilà, mais qui va procéder à une politique de reconnaissance et donc de subventionnement en fonction de la taille, l'importance des différents cultes, de plusieurs religions, en commençant évidemment par l'Église catholique, puis les anglicans, puis les protestants, puis les juifs, puis les musulmans, et y compris même une conviction, si vous voulez, humaniste et athée, qui va être là aussi, au titre de la liberté de religion et de conviction, qui va être subventionnée par la gauche. Donc là, on a un système de laïcité de reconnaissance. Bon, il y a d'autres systèmes qui sont un peu des buts historiques de religion d'État, mais qui, si vous regardez attentivement la législation, comme l'Angleterre, le Danemark, la Grèce, etc., respectent le fameux 3 critères que les données exposent. Donc, les laïcités avec chacune leur spécificité nationale. Merci beaucoup. Avant de rentrer au catholicisme, peut-être dans la salle, une dernière question. On ne va pas entrer dans le détail, mais comme c'est l'objet des travaux du CNAS cette année, on va passer à côté de la question du principe de laïcité et de ses dérogations. En France hexagonale, est-ce que, pardon, vous parlez de cette particularité en tant aussi de faire partie de laïcité qui souffre de quelques dérogations et qui peut aussi créer aux incompréhensions? Oui, bien sûr. La France connaît 5 régimes cultuels, un régime d'organisation de relations entre l'État et l'Église. Bon, bien sûr, le régime général, c'est le régime de la loi 1305, c'est le régime laïque, comme on l'a défini clairement. Cependant, il y a donc ces régimes de réforme tant dans l'Hexagone que dans certaines collectivités ultramarines. Donc, vous avez effectivement le régime que l'on appelle concordataire, mais qui est un peu l'appellation arbitrique, c'est le régime en réalité au record d'Alsace-Moselle, qui est un mélange de concordat article et de droit local allemand, puisqu'effectivement Alsace-Moselle était un territoire qui n'était pas français au moment de l'adoption des principales lois laïques, au moment de la laïcisation que l'on a évoquée, au moment de l'adoption de la loi de décembre 1905. L'Alsace-Moselle revient donc sur la République après 1908, elle parle durant allemande suite à la défaite de Soudan, elle revient après la victoire de 18 en France. Et effectivement, à ce moment-là, les volontés locales pouvaient maintenir un statut dérogatoire spécifique, et le Conseil constitutionnel a reconnu que les constituants de la loi 58 n'ont pas souhaité déroger à ce statut-là, même si ce statut ne peut pas s'étendre à d'autres cultes. Or, aujourd'hui, en effet, c'est un système avec un État qui reconnaît juridiquement
4 cultes et donc va subventionner, va salarier les ministres des cultes ou l'activité spirituelle de 4 cultes, 2 cultes qui en fait ont fusionné le culte protestant, le culte catholique et le culte israélite juif. Mais ça ne peut pas s'étendre, c'est un modèle qui ne peut désormais soit que s'homogénéiser au fur et à mesure avec le modèle général, soit rester figé. L'Observatoire de la laïcité à l'époque avait cherché à progressivement homogénéiser ce système avec le système de la loi de 1905. Donc on avait par exemple fait abroger le délit de blasphème qui existait encore en Alsace-Moselle. Il n'y a plus de délit de blasphème depuis janvier 2017, c'est assez récent. Et on a aussi sorti du tronc commun l'enseignement confessionnel, qui est un enseignement non pas des faits de Dieu, mais qui peut être un enseignement, alors ça dépend, mais en tout cas il peut être un enseignement confessionnel, théologique. Donc ça c'est sorti du tronc commun et on a un parlement optionnel, c'est-à-dire qu'évidemment chacun choisit de oui ou non suivre ou pas cet enseignement, mais ce n'était pas le cas avant, c'était plus complexe. Et il ne peut toujours pas y avoir un enseignement confessionnel au-delà des cultes que j'ai évoqués, sauf s'il y a un accord entre les cultes que j'ai évoqués pour qu'on puisse éventuellement l'ouvrir à d'autres cultes, et notamment ensuite, vous avez le régime dérogatoire qui est ici, enfin des régimes dérogatoires, c'est plusieurs, qui existent dans certaines collectivités canadiennes. Donc vous avez la Guyane, où la seule culte catholique va être reconnu du sens juridique, c'est-à-dire va être salarié et subventionné, même s'il y a un accord qui était passé entre le diocèse de Cayenne et la collectivité locale, en Malan, on devrait aboutir à ce que cette survivance historique disparaisse. Pour le moment, il y a encore quand même une prise en charge des frais de l'Église catholique, c'est qu'elle est très large de la part de la collectivité guyanaise. Et puis après, vous avez des collectivités comme Saint-Pierre-et-Miquelon ou Alice-Futuna, où là on a un système particulier avec des rois, avec l'enseignement qui est géré par l'Église catholique. Bon, ça représente 15 000 personnes, hein, c'est assez réduit. Vous avez ensuite la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, mais là, bien sûr, il y a aussi une autonomie constitutionnelle. C'est à eux de voir s'ils souhaitent une évolution de ce régime spécifique. Et puis, bon, vous avez des terres australes en Antarctique française, mais on n'en avait pas voilà, il y a Chervel, quand même, qui est auprès de l'État. Mais il n'y a pas grand monde. Et puis, vous avez Mayotte, là, vous avez une dualité, c'est-à-dire que les citoyens peuvent choisir entre le droit commun, et non dérogatoire, pour certains aspects, bien sûr, hein, uniquement, et le droit local, pour certains aspects uniquement. L'aspect familial, c'est. Vous pouvez donc choisir entre les deux droits, même si maintenant c'est de plus en plus le droit commun qui est choisi du fait de l'occidentalisation, de la métropolisation, ce terme en droit supérieur de l'île. Mais voilà, vous savez, il y avait des cadis, vous savez, des juges religieux qui maintenant sont sauf que ceux qui étaient encore en fonction, sinon ils ne sont plus fonctionnalisés, et qui sont maintenant des médiateurs, en fait, puisque maintenant c'est un juge civil, hein, il n'y a plus de justice officiellement fondée sur la charia, même s'il y a encore la charia. Ça se voit avoir des fausses dans la charia est multiple et varie selon les territoires, puisque la Mayotte, même si c'est compliqué, ce sont des femmes qui héritent de la maison, vous savez, et donc les clous qui sont en équipe. Donc la France, ça prouve que la France est très diversifiée finalement, hein, donc il y a une grande diversité, mais le régime général, en fait, connaît des exceptions dans tous ces territoires. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. On va prendre 3 ou 4 questions dans la salle. Ah oui, encore. Question. Oui, c'est un peu juste passé. Il y a des gens dans la salle qui ont questionné. Oui. Bon, bonjour, Madame Gilbert et Monsieur Canel. Je vais avoir 2 questions. La première est destinée à Monsieur Canel. Je suis ingénieure en laboratoire de recherche, donc je travaille dans la commission scientifique et donc je suis en interaction avec les chercheurs, enseignants-chercheurs, et puis on a beaucoup d'étudiants qui viennent de pays différents. Donc je vais un petit peu dédié parce que bon, en tant que fonctionnaire, donc on est soumis à l'obligation de neutralité dans l'aspect principe de laïcité. On travaille nous en contact avec les attachés et les étudiants qui arrivent
peuvent du coup, de par leur religion, avoir des signes religieux, soit portés, que ce soit des croix, soit le port du voile. Donc, je voulais savoir un petit peu de ce qu'il en était, parce que c'est pas très clair pour nous dans les instituts de recherche. Oui, les étudiants sont libres de porter des signes religieux. Hein. Ce sont des usagers, comme on disait tout à l'heure, les usagers, à part la précision apportée sur les élèves des écoles, collèges et lycées publics parce qu'en phase d'apprentissage de base du savoir. Sinon, les usagers sont évidemment libres de pouvoir porter tout signe. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Ce sont des citoyens, usagers, bon, voilà. Donc, c'est la liberté qui prime. Il peut y avoir, bien entendu, des encadrements spécifiques. Mais ce serait par exemple pour des activités ou pour des raisons de sécurité, il faut avoir une tenue adaptée, ou ce genre de choses, pas trop antique, pas avoir l'équipement, j'en sais rien. Mais mis à part donc, ces questions d'ordre technique, qui s'appuient sur des critères objectifs de sécurité, de sûreté, d'hygiène, de propreté, il n'y a pas de limitation spécifique. Donc les étudiants sont tout à fait libres de tenter ce qu'ils veulent. Après, il y a la question des doctorants, c'est un peu différent. Quand vous êtes dans un contrat avec l'État, et que là, c'est différent parce que juridiquement, vous devez les lier à l'État. Et là, normalement, vous êtes censé être soumis au principe de neutralité. Ah bon, ok. Merci. Et du coup, donc, pour Madame Zipper, je suis absolument complice tout ce qui est historique, donc c'est super intéressant, mais j'apprends énormément. Et j'ai du mal à comprendre au niveau de la laïcisation, la France dont c'est arrivé en 1905 par la SQD, les pays environnants comme qui fait partie de l'Europe occidentale, mais dans l'Europe n'existe pas, donc comment ça se fait que ces pays aient subi le même mouvement d'importe la France? Merci pour votre question. Alors, ils n'ont pas suivi le même mouvement, mais disons qu'ils ont chacun un parcours de laïcisation différent qui est lié à une nouvelle notion que je n'ai pas employée jusqu'à présent, qui est liée à la sécularisation de la société. C'est-à-dire que depuis la Révolution française, qu'on appelle une période contemporaine pour les historiens, il y a des mouvements à la fois de pluralisation des conditions religieuses par l'individualisation, c'est-à-dire que les gens peu à peu se construisent leur propre système de croyance et adhèrent à tel ou tel, ou changent, vont dans une autre église, etc. Donc, il y a ce phénomène de pluralisation et cette individualisation du croire, eh bien, elle va aussi se traduire par des phénomènes de déprise du religieux, alors qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, était marginal, mais qui va s'accélérer avec le XXe siècle. Pourquoi il s'accélère avec le XXe siècle? Il y a déjà cet individualisme qui devient croissant, mais il y a aussi des propositions alternatives, des grandes idéologies politiques, le fascisme, le communisme, etc., qui sont facteurs d'espoir, de mobilisation, et qui vont détacher un nombre de personnes qui étaient autrefois socialisées dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans le judaïsme, ce que vous voulez, et qui vont transformer leur conviction en conviction séculière. Pour dire le lui. Et puis, il y a, après la Seconde Guerre mondiale, un phénomène de développement, en particulier en Europe occidentale et en Amérique du Nord, de développement économique énorme, de consumérisme, d'individualisme de plus en plus affirmé, et de plus en plus une déprise du religieux. À tel point que la France est un des pays les plus sécularisés, c'est-à-dire qu'on a des taux de pratique qui sont à peu près à 10% de chaque croyance présente sur le territoire. Donc 10% des catholiques, 10% des musulmans. Enfin bon, c'est un chiffre qui peut évoluer, etc. Mais vous voyez un petit peu la proportion. Et ça, c'est cette sécularisation qu'on la retrouve dans les autres pays européens. En Belgique, c'est à peu près au même niveau qu'en France. Au Danemark aussi, alors que le luthéralisme est toujours religion d'État. En revanche, dans d'autres pays, cette sécularisation est moins prononcée et il y a aussi une continuation d'une affiliation, d'une pratique qui est un petit peu plus élevée. Mais l'Europe est vraiment extrêmement différente du reste du monde. Où là, la sécularisation, elle est presque nulle. C'est-à-dire qu'on est vraiment un îlot spécifique et sociologiquement, voilà, spécifique,
Alors, il y a l'exemple très intéressant pour nous des États-Unis, justement, qui est un pays laïque depuis 2 siècles et demi, 1791, et qui a une société très peu sécularisée, c'est-à-dire qu'on a des taux de pratique, alors ça a commencé à baisser depuis une vingtaine d'années, mais on est encore à peu près à 60%. 60% des Américains vont à l'église tous les dimanches, au temple, ou vont à la synagogue, ou vont à la mosquée, etc. Donc, là aussi, c'est une anomalie sociologique. C'est pour ça qu'il faut bien décorréler, si vous voulez, laïcisation et sécularisation. Et donc, si on croise tous ces critères, on arrive à une diversité des modes de laïcité, mais néanmoins, en tout cas dans tous ces pays-là, on a affaire à des pays qui redressent le principe de laïcité. Alors, la Turquie, c'est compliqué parce que, effectivement, Mustafa Kemal Atatürk, quand il prend le pouvoir dans les années 20, il va vouloir moderniser le pays. Hein, et en fait, laïcité en Turquie, pour le faire rapide, c'est la modernisation. Et la modernisation, ça passe pour Atatürk par la copie des mœurs occidentales, puisque c'est au Occident qu'il y avait le progrès technique, il y avait le savoir, etc. Donc il y a une espèce de volonté vraiment à marche forcée de faire ressembler la société turque à la société occidentale. Et donc ça passe par l'interdiction des signes religieux, c'est la fameuse loi du chapeau, c'est l'interdiction du voile à l'université, cette fois-ci, qui a été remise en cause par le gouvernement AKP, mondial. Mais donc, voilà, mais au niveau, si vous voulez, de la laïcisation, elle est très très peu importante. L'État turc est le chef de la religion majoritaire sunnite, il ne s'occupe pas du tout et discrimine plutôt les minorités religieuses, et la religion sunnite est gouvernée par le haut, un énorme ministère. L'éducation nationale en France n'a qu'à bien se lire, le Diyanet, un ministère des affaires religieuses, est le plus gros ministère turc, et il se charge à la fois de salarier les imams, mais aussi de fournir tous les vendredis le texte des prêches qui va être prononcé dans les mosquées. Donc on est là, vous voyez, très très loin d'une laïcité selon les critères que je vous ai exposés. Merci. Bonjour, Samy Boulet-Pontagny. Je voudrais avoir des précisions sur la nuance juridique entre la notion de neutralité et celle de liberté religieuse. D'après ce que j'ai saisi, sont deux pendants, en tout cas dans certains courants du droit, mais peut-être ai-je mal compris. La neutralité, donc, ne s'applique qu'à l'administration publique. C'est une notion qui signifie qu'il ne peut y avoir aucune marque d'adhésion d'aucune sorte à aucune conviction ou croyance. C'est très général, c'est absolu. Donc, en effet, l'administration est neutre à tout point de vue. D'ailleurs, Aristote a toujours étendu à toute conviction. Donc, elle ne peut marquer aucune adhésion à aucune religion, et aussi à aucun courant politique ou philosophique. C'est neutralité, ou même syndicale, à l'exception évidemment des représentants syndicaux dans l'exercice de leur fonction, uniquement dans l'exercice de leur fonction. Et sinon, la neutralité doit être absolue, générale. Et en fait, c'est parce que en France, juridiquement, il est considéré que cette neutralité générale de l'administration, qui est aussi d'apparence, en effet, c'est l'exception par rapport à d'autres KPI, et qui est donc d'abord ornementale, mais aussi d'apparence, va ainsi garantir l'impartialité vis-à-vis des usagers, des citoyens, et donc leur traitement égalitaire. Parce que l'administration, dans toutes ses composantes, tous les services publics, y compris quand ils sont délégués à des organismes de droit privé, par exemple, la CAF, la CPL sont des structures de droit privé, mais déliées dans le service public. Donc, dès lors déliées dans le service public, ces organismes, bien que le droit privé, sont parfaitement neutres. Se doit être neutre, et ces agences, ces salariés, se doivent être totalement neutres aussi, ce qui délivre le service public. Et donc cette neutralité est censée garantir l'impartialité, c'est-à-dire un traitement égalitaire de tous les usagers qui, eux, en revanche, grâce à la laïcité, disposent d'une très grande liberté. Eux ne sont absolument pas soumis à quelconque
discrétion ou neutralisation de quelque sorte. Ils peuvent, quand vous allez dans une préfecture, dans une mairie, dans le cadre, vous venez comme vous l'entendez, vous habillez comme vous voulez, vous portez les signes que vous voulez. Mis à part la dissimulation du visage qui est interdite, il n'y avait pas pour des raisons de laïcité, de débatterie qui tournait là-dessus, c'est inexact. Les conseils d'État, comme le Conseil constitutionnel, comme la Cour européenne des droits de l'homme m'ont rappelé que ça n'avait rien à voir avec une laïcité qui ne saurait être vue comme une police du vêtement. C'est pour des raisons de sécurité publique et d'interaction sociale, de reprendre l'expression de l'Église constitutionnelle, c'est l'exigence minimale de vie en société, en gros, savoir à qui on parle. Donc, mis à part la dissimulation du visage qui est interdite, ou l'exhibition, dans notre sens, qui est interdite aussi pour d'autres raisons, chacun, comme il l'entend, dans les services publics, eux, les usagers, les citoyens, disposent justement de cette grande liberté assurée par la laïcité. Tout le monde peut exprimer les conditions qu'il entend dans l'espace public. Donc, dans la rue, c'est pour ça que je peux voir les manifestations politiques, syndicales ou religieuses. Dans la rue, il y a des processions, il y en a d'ailleurs plus actuellement qu'il y en avait il y a 20 ans. C'est possible, bien entendu, dès lors que c'est encadré par le devoir de police du maire pour éviter, pour pareil, le trouble à l'ordre public, comme le rappelle l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc il n'y a pas de limitation particulière à part le trouble à l'ordre public et dans les services publics, à part le trouble à la continuité du service public. Donc quand vous allez dans un service public, vous portez les signes que vous voulez, évidemment, vous ne pouvez pas perturber le service public par des actions prosélytes qui perturberaient le service public, quoi. Mais voilà, c'est vraiment deux choses différentes. La liberté est assurée par le principe même de laïcité, la liberté de toutes et tous. Elle est simplement réduite pour les agents de l'administration publique du fait de la nécessité pour eux de garantir l'impartialité de l'administration publique. Et donc, quand vous êtes en situation d'agent, vous ne représentez plus votre individualité. Dans le même temps, pour autant, les agents ne peuvent pas être discriminés dans l'évolution de leur carrière. Si on connaît par ailleurs votre conviction, votre vie privée, ou votre croyance, évidemment qu'il est interdit pour autant de discriminer dans votre évolution de carrière pour ces raisons. Évidemment, vous êtes disposé quand même de cette protection. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, Nicolas Lavie, je voudrais citer. Il y a une petite spécificité française, c'est justement cette stricte neutralité des agents publics et qui, philosophiquement, peut poser problème. Et il faudrait juste lever l'ambiguïté, c'est-à-dire que les agents publics n'ont pas accès à la liberté de conscience et à la liberté de culte au moment de l'exercice de leurs fonctions. Hein. Donc il y a une suspension de ces libertés citoyennes, ça il faut en être conscient, mais ça ne veut pas dire que quand ils rentrent chez eux, quand ils sont le week-end ailleurs à la campagne de Jésus, ils redeviennent des citoyens et ils ont absolument les mêmes garanties de liberté de conscience et de culte. Hein. Donc c'est une suspension, si vous voulez, pour l'exercice de l'ambition. Dans d'autres pays, par exemple l'Angleterre, eh bien, on n'exige pas ça des fonctionnaires. Et vous avez assez couramment des agentes de circulation, enfin, comme pour la police, qui portent le hijab, mais pourvu que celui-ci soit de la couleur de leur uniforme. Et donc on n'a pas cette demande, cette exigence, si vous voulez, de ce devoir de réserve très absolu qu'on demande en France. Et je vous termine, excusez-moi, dans d'autres pays qui ont actuellement tendance à vouloir aller sur les traces de la laïcité française, je pense par exemple à la République de Genève, ou plus encore le Québec, eh bien l'introduction de ce devoir de réserve, enfin nous on est habitués, alors on ne se pose plus la question, mais est considéré comme éminemment problématique et liberticide. Et il y a des débats enflammés au Québec sur cette exigence de neutralité, d'apparence des agents publics. Donc ça n'est pas évident. Voilà, ni la mode. On est parfaitement dans le temps. Donc si vous pouvez le rester, j'ai pu faire encore deux questions courtes s'il vous plaît et dans la perspective. Bonjour, je suis un peu perdue par rapport à la laïcité aux États-Unis, parce que ça rejoint dans la connaissance, mais je ne sais pas comment on dit pratiquement la laïcité. En fait, par exemple, alors évidemment, le principe de séparation est né un peu différemment. Ce sont des populations qui étaient souvent persécutées en Europe, qui ont créé l'État américain et qui voulaient donc
ne pas être enquiquinés par l'État dans leur pratique religieuse. Donc la liberté de religion est montée très haut, mais néanmoins, ils ont imposé cette séparation. Thomas Jefferson parle du mur de séparation. On pourrait aussi parler de Roger Williams, qui dès 1637, avant même que naissent les États-Unis, met en pratique une forme de laïcité dans la ville qui crée Providence, dans le Rhode Island, avec une administration publique qui est neuve et une liberté conditionnelle garantie à tout le monde de la même manière. Et donc il y avait quand même ici cette volonté de séparation. La Constitution américaine, la seule fois où elle mentionne les cultes, c'est pour dire qu'on est séparé des cultes. Donc c'est pour ça que, par exemple, jusqu'à des désignations récentes par Donald Trump à la Cour suprême, les écoles privées confessionnelles ne pouvaient pas être subventionnées aux États-Unis. Alors que nous, on fait largement, depuis la loi Noël. Eux ne le faisaient pas, c'était impossible. Alors, en revanche, comme l'a dit Valentine, c'est là où il fait la différence. Bien que ce soit un État laïque, c'est un pays très peu sécularisé. Et donc, où la religiosité est considérable, et donc tout le monde croit, la très large majorité croit, pratique, cette croyance constamment mise en avant, y compris par les politiques. Et c'est pour ça que vous entendez sans cesse parler qu'il y a une porosité entre, évidemment, la politique et la religion. Mais par exemple, la prestation de serment des présidents américains se fait souvent sur la Bible, mais c'est du mimétisme depuis George Washington. Ils ne sont pas du tout obligés de le faire. Vous avez des présidents américains qui ne le font pas, qui n'ont pas fait, qui n'ont pas prêté serment sur la Bible. Comme dans les procès, vous prêtez serment sur ce que vous voulez et pas forcément sur la Bible en réalité. Voilà. Et ils avaient même, sur le coup, quelques fonctions, très peu, comme en France où vous avez une neutralité d'apparence pour le moment, mais Donald Trump revient dessus. Les juges fédéraux, normalement, ne peuvent pas avoir de signe distinctif. Les agents de l'FBA y compris. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est complexe parce que c'est un État laïque, mais un pays très peu sécularisé. Oui, et je rajouterais que se pose évidemment souvent la question, juste le fait des serments sur un livre fermé. Hein, c'est pas le contenu qui importe, mais le livre, et ça peut être informant. Oui. Je pense que pour le maire de New York, le beau maire de New York, il prêtera serment sur un Coran. Il y a ce qui fait l'unité des Américains aussi, c'est ce Dieu, cette espèce de religion civile, ce Dieu très éloigné qui rassemble tous les Américains de quelques dénominations, confessions, ils se réclament, et qui est donc ce facteur qui est d'une unité politique plutôt que religieuse, mais qui teinte évidemment de religiosité tous les actes américains, et évidemment tous les présidents vont dire God we trust ou Help me God, enfin voilà. Donc, mais c'est un Dieu extraordinairement abstrait et qui peut convenir à tout le monde. Alors, je prends sur moi, monsieur Madame Rachel, parce qu'il y a la collaborateur, je compte sur toi, question courte s'il te plaît, et puis s'il vous plaît, Madame, Monsieur, Gorenos. Madame Yahi, je suis gématrice de tâche, je gère des salariés musulmanes. Elle me demande si pendant la pause, parce que la pause avec la clinique du déjeuner, si elles peuvent faire de la publicité en allemand. C'est une crèche publique? Pardon? C'est une crèche publique? Oui, C'est pour toi. Non, parce que effectivement, si vous êtes dans une structure administrative, si c'était une crèche municipale par exemple, avec dont l'inspecteur a délégué son service public, c'est différent parce que l'espace n'étant pas cultuel, normalement on ne peut pas rendre l'espace une destination culturelle. Donc, on ne peut pas faire des prières, par exemple, collectives dans un espace qui est administratif. Okay, parce que cet espace lui-même doit être pour ces personnes qui sont en délégation au service public, donc représentent l'administration publique. Pour autant, si c'est associatif sans délégation, la liberté prime, et donc c'est à vous tout simplement de voir ce qui est possible ou pas de faire. Et si c'est sur un plan de pause et que ça ne perturbe pas le bon fonctionnement de notre structure, il y a encore de modèle, il faut tout à fait leur accorder la possibilité, dans un espace qui est dit ou donné, faire les corps, vers les prix, c'est pas une privée. Bon. Merci beaucoup. Parfait. Je pense qu'on va aller au temps de pause. Alors, je suis à
merci pour cette première table ronde. Donc, on va prendre de questions, vous l'aurez compris. Mais du coup, vous avez la possibilité de ressortir ceux qui le veulent pour une pause de 15 minutes. Alors, on est un peu les deux sens, c'est un peu juste. Je compte sur vous, sur votre discipline. J'ai vu qu'après, il y a des viennoiseries. Allez vous servir, l'interdiction.